Analyse très remarquable qui effectivement fait état d'une frustration dont René Girard lui-même fait état, puisqu'il reconnaît tout à fait explicitement à la fin d'H.V. Clausewitz que justement c'est un phénomène, ce terrorisme actuel, qu'il est impuissant, le terme est assez fort, à comprendre, et il invite justement à poursuivre ses réflexions en disant « Nous n'avons pas les chaînes d'analogie qui nous permettraient de comprendre, je ne dis pas qu'elles ne sont pas possibles, qu'elles ne vont pas apparaître, mais j'avoue mon impuissance à les saisir. » Cette impuissance, selon lui, elle résulte du fait que justement, même l'islam classique lui-même ne comprend pas non plus tous les ressorts de ce terrorisme qui, effectivement, tient à beaucoup de phénomènes multiples et qui, du coup, exige un effort de compréhension qui, en plus, n'est pas naturel. Ce que René Girard dit aussi à la fin de ce livre, le premier réflexe, c'est un désir, finalement, de se rassurer, de placer cela dans de l'impensable, de dire on pense finalement que c'est de l'incompréhensible, et la compréhension est nécessaire, mais elle ne va pas de soi. Et le désir mimétique est une des clés, mais ce n'est pas la seule clé. Et donc ça permet d'aider à saisir, mais comment comprendre ce par quoi on se ressemble quand également par un autre côté on se ressemble si peu. Donc il y a à la fois un aspect où le désir mimétique est vraiment voilà, opératoire, et d'autres choses qui restent à explorer pour aller plus loin. Et donc merci pour être allé plus loin. Et j'ai vu, vous avez cité Pierre Dac, que vous aviez aussi cité les Shadocks à un autre moment dans vos autres écrits. Et René Girard dit « Toutes les œuvres romanesques tentent au rire » dans Mensonges romantiques et Vérité romanesque. Et il dit aussi que c'est terrible de voir à quel point, quand on décrit ces situations, on est dans de l'hyper-tragique et dans de l'hyper-comique à la fois, parce qu'évidemment, l'absurde a un côté sidérant qui, naturellement, voilà, laisse... saisi. Et donc, à présent, nous allons être éclairés par Philippe Reynaud, qui va nous parler d'idéologie et terreur, et qui a réfléchi longuement, lui aussi, sur ces phénomènes de violence, qui a notamment beaucoup écrit sur Carl Schmitt, et qui a écrit sur le sujet même dont il va nous parler. Bien. Puis je avec un micro. Je pense. Attendez, je pense qu'il faut vous déplacer. Je pense que... C'est mieux sans micro. C'est mieux sans... Avec moi, je vous garantis pas que c'est mieux sans micro. Il faudrait mettre ça aux voix alors. Qu'en pense monsieur? Oui. Vous savez, les amphithéâtres modernes ont rendu les professeurs paresseux. On a définitivement l'habitude des micros. En plus, j'ai toujours eu tendance à parler bas parce que c'est un moyen d'obtenir à peu de frais l'attention des étudiants. À condition de les intéresser un peu, ça les oblige à ne pas parler, ça leur interdit de parler. Bon, mais enfin, si vous m'entendez comme ça, admettons. Je dois parler combien de temps, Madame la Présidente? Oh oui, là il reste en plus. Non mais dites-moi. Une demi-heure et même 40. Moi j'autorise 40 minutes. Oh, vous êtes trop bonne. Vous êtes trop bonne. Parce que j'ai le pouvoir des horloges, alors je vous donne plus. Bon, alors pardonnez-moi d'abord de ce retard, mais j'étais dans une réunion d'un jury de prix littéraire qui était fixé depuis très longtemps, et je ne pouvais pas me retirer avant que la première sélection ait été établie. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette réunion à laquelle je serai très heureux de participer, sur un penseur qui est indiscutablement important et suggestif, sur un problème sur lequel, en effet, j'ai été amené à plusieurs reprises à réfléchir. Depuis l'époque où j'avais étudié, dans une vie antérieure, la littérature de la fraction Armée Rouge et des Brigades Rouges, jusqu'à la période qui a commencé avec les attentats du 11 septembre 2001 et dont nous ne sommes probablement pas sortis. Alors, je dois cependant préciser d'emblée que j'ai une situation peut-être singulière ici. Je suis loin d'être un spécialiste de René Girard. Je reconnais volontiers que c'est un auteur important, que le livre d'entretien que nous célébrons, l'entretien avec Benoît Chantre, ouvre de multiples perspectives qui sont aussi suggestives qu'éclairantes, mais je dois dire tout de suite que j'ai eu et que j'ai encore des difficultés à entrer dans une discussion avec ce livre pour deux raisons complémentaires que je préfère préciser d'emblée. La première raison tient au caractère qui, après tout, est explicitement apocalyptique du propos, ce qui permet bien sûr de jeter une lumière vive et crue sur quelques aspects des crises contemporaines,
mais qui du coup se prête peu à la discussion. Si on prend au sérieux le caractère apocalyptique, après tout, dans ce cas-là, toutes les questions pratiques, celles qui sont orientées vers la question que faire, n'ont pas beaucoup de sens. Il faut espérer que ça se passera le moins mal possible. C'est tout ce qu'on peut dire. Et qu'on sera du bon côté à la fin, bien entendu. Et quant aux objections théoriques ou historiques, elles se heurtent sur une décision ou sur un acte de foi qui, indépendamment du fait que le modèle mimétique a une force heuristique qui lui est propre, l'emporte sur toutes les formes usuelles d'argumentation. Girard est un auteur important qui se prête merveilleusement à la conversation, mais pas tellement, me semble-t-il, à la discussion. À cela s'ajoute par ailleurs un problème plus simple, que je ne pourrais pas traiter avec toute la rigueur souhaitable, mais que je dois énoncer de la manière la plus simple possible, c'est que je crois que l'interprétation que Girard donne de l'œuvre de Clausewitz, qui est très éclairante par moments, ultimement est tout simplement fausse. Parce que, d'un côté, il méconnaît très bien le contexte historique de l'œuvre de Clausewitz, et il connaît des choses qui sont cachées depuis le commencement du monde, mais il me semble qu'il ne prend pas en compte l'enracinement historique du modèle du duel, qui est tout à fait repérable, c'est ce que Hanson appelle le modèle occidental de la guerre, et que du coup il exagère le contraste entre le modèle du duel, la formule et la continuation de la politique par d'autres moyens, et ce qu'on peut appeler le modèle trinitaire. Alors je reviendrai sur ces questions en conclusion, mais je voudrais me concentrer sur deux points. D'abord proposer, en ayant à l'esprit les analyses de Girard, quelque chose qu'on pourrait appeler esquisse d'une typologie des mouvements terroristes, et ensuite je voudrais avancer quelques propositions sur les relations entre idéologie et terreur depuis 2001, question qui est assez centrale dans le livre de Girard, puisque celui-ci date de 2004, c'est-à-dire est écrit, les entretiens datent de 2005, je crois, le livre est publié plus tard, mais c'est écrit dans le sillage immédiat de la Deuxième Guerre du Golfe, qui est très présente dans son propos. Alors d'abord, essayons. Je sais que c'est toujours un peu artificiel, que chez les politistes d'aujourd'hui, on considère que c'était un trait de caractère de la vieille science politique, faisait bien faire des typologies, maintenant c'est un peu ringard, mais essayons néanmoins, en partant de cette notion de terrorisme qui est elle-même assez difficile à définir, puisque toutes les généalogies historiques partent d'un côté de l'apparition du terme au moment de la Révolution française et de l'autre du proto-modèle des guerres de partisans, et notamment de la guerre espagnole contre Napoléon, avec le fait qu'on bute très vite sur le fait que la limite entre partisans et terroristes n'est pas tout à fait claire, puisque, comme chacun sait, le terroriste des uns est souvent le résistant des autres. Alors je crois néanmoins possible de mettre un peu de clarté dans cette discussion, à condition simplement de ne pas trop vite adopter ce que j'appellerais une posture morale quand on parle du terrorisme et de la terreur. Donc, si on fait une brève généalogie, on dira que c'est un terme qui apparaît pendant la Révolution française, qui à ce moment-là désigne une politique d'État. C'est un État qui cherche à terroriser la population pour un certain nombre de raisons, alors qu'aujourd'hui, elle renvoie principalement à des actes qui, au contraire, sont commis par des organisations qu'on pourrait dire subétatiques, même si éventuellement elles sont manipulées par certains États, et dans un but global qui est plutôt l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Alors en lui-même, si on analyse les caractères de manière discontinue, ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine manière, le phénomène terroriste est un phénomène transhistorique, qui est très ancien. Tous les bons historiens vous diront que on peut définir les sicaires comme des terroristes. D'une certaine manière, la secte des assassins dans les affaires entre l'islam et la chrétienté, très évidemment également. Mais il est clair que ce phénomène prend une importance particulière dans le monde moderne,
pour diverses raisons, dont la première, me semble-t-il, avait été très bien dégagée dans un texte un peu méconnu de François Furet, qui se trouve dans l'ouvrage auquel j'avais participé avec lui, des origines, enfin sur le terrorisme et démocratie de 1985, où il montre très bien les liens je ne dirais pas mimétiques, mais les liens en tout cas spéculaires, entre le terrorisme et l'État moderne. Le terrorisme prend une dimension particulière dans le contexte de l'État moderne à cause du fait qu'il suppose un monde dans lequel l'apparente transcendance de l'État va de pair avec ce qu'on pourrait appeler l'immanence du droit, va de pair avec le déclin de la loi naturelle, et aussi au fait que la notion assez archaïque en elle-même de tyrannicide devient difficile. Si l'État absorbe le monopole de la création du droit, c'est très difficile d'avoir une position de contestation juridique de l'État, et ça invite donc à des modes d'attaque qui se situent directement en dehors de l'État ou contre l'État, parce que d'une certaine manière, la souveraineté n'a pas de dehors. Alors disons, pour résumer, que le choix de la stratégie terroriste suppose le refus de la légitimité étatique, aujourd'hui le refus de la légitimité démocratique, et que dans l'ensemble, il se présente comme ce qu'on pourrait appeler une alternative révolutionnaire à toutes les tentatives de stabilisation de l'ordre international, notamment la voie classique de l'équilibre des puissances. Historiquement, j'insisterai sur le fait que, contrairement à ce qu'on lit parfois, le proto-modèle du terrorisme moderne, ce ne sont pas les partisans espagnols en guerre. J'insiste beaucoup sur le fait que les partisans ne sont pas des terroristes, les terroristes ne sont pas des partisans. Les proto-modèles, ce sont plutôt, me semble-t-il, les anarchistes français, les socialistes russes, les socialistes révolutionnaires russes et les nationalistes irlandais, qui peuvent nous permettre, me semble-t-il, d'introduire une première distinction qui porterait sur la nature des buts qui sont poursuivis par ces différents mouvements. Schématiquement, on peut dire que certains visent des buts limités, du moins en principe, comme la libération nationale. On engage une insurrection pour libérer une nation. Une fois que le travail est fait, c'est terminé. D'autres des buts qui sont indéterminés ou illimités, comme par exemple la fin de la société bourgeoise ou encore la libération mondiale, avec bien entendu le fait qu'il y a, comme toujours dans les typologies, une zone grise dans laquelle cette distinction idéale typique est un peu brouillée. On peut dire par exemple que dans le cas des socialistes révolutionnaires russes, ils ont des buts qui sont démocratiques et même libéraux. C'est d'ailleurs pour ça que les SR finalement se retrouvent du côté démocratique en 1917, même les SR de gauche. Alors que, d'un autre côté, ces militants sont travaillés par, disons, une haine abstraite du monde, du moins quelquefois, qui les porte au-delà de leurs revendications politiques. Alors, on peut ajouter d'ailleurs que même l'orientation nationaliste du terrorisme ne suffit pas à contenir celui-ci dans les limites d'une politique classique visant à l'équilibre des puissances, visant à une modification de la répartition des ressources et des territoires. Pour prendre des exemples faciles à comprendre, la question décisive, c'est de savoir si les buts de guerre qui sont poursuivis sont négociables ou non par la principale cible ou par le principal adversaire. Alors on peut dire, par exemple, me semble-t-il, que le départ de la France de l'Algérie ou l'indépendance de l'Irlande pouvait être accepté par la France et par le Royaume-Uni, et c'est pour ça que, quelle qu'ait été la violence des affrontements, on a à un certain moment où on peut dire qu'il y a une fin de la chose, alors que, par exemple, la destruction d'Israël peut difficilement être acceptée par les Israéliens. Bon, enfin, il me semble. Alors évidemment, l'espoir du terroriste, c'est que les alliés d'Israël pourront peut-être y consentir, mais on n'est pas tout à fait dans la même chose. Et c'est sans doute pour cela que, comme l'avait montré par exemple Jenny Raflik dans son livre récent,
Il y a toujours eu, on n'a pas attendu la mondialisation récente pour qu'il y ait des médiations entre les terrorismes national et le terrorisme global et international. Il y a toujours eu une internationale terroriste, ou des internationales terroristes. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut introduire une deuxième distinction qui porterait à la fois sur les moyens et sur les cibles. Est-ce que les moyens sont illimités ou non? Est-ce que les cibles, quelles sont les cibles qui sont retenues? Sur ce point qui me paraît très important, je renverrai à un livre classique qui est traduit en français, qui est peut-être pas assez connu en France, mais qui est un livre classique indiscutablement, qui est le livre de Michael Walzer, Guerre juste et injuste, qui contient des pages très précieuses où l'auteur montre comment les premiers mouvements que nous appellerions nous-mêmes terroristes, les nihilistes russes d'un côté, les nationalistes irlandais du début du XXe siècle de l'autre, agissaient dans un cadre qui rétrospectivement paraît assez modéré, parce qu'il est paradoxalement analogue à celui de ce qu'on appelle traditionnellement la guerre limitée. Alors évidemment, si on se place du strict point de vue des États, l'analogie est difficilement pensable, puisque par définition, du point de vue de l'État, l'assassinat politique, du moins quand ce n'est pas l'État qui le fait lui-même, ou l'attentat ne sont pas des moyens de guerre légitimes, mais ça n'empêche pas que si on se place du point de vue des militants, on peut dire que pendant très longtemps, beaucoup d'entre eux ont longtemps refusé ce qu'on appelle schématiquement le terrorisme aveugle, au nom de distinctions qui me paraissent être l'équivalent de ce qu'était pour les États la distinction entre les militaires et les populations civiles. Alors, je pense que les plus jeunes d'entre nous ne lisent guère Albert Camus. Les gens de ma génération se souviennent peut-être de la pièce Les Justes, dans laquelle Camus met en scène d'excellents nihilistes qui sont dans le fond des très braves gens, puisqu'ils renoncent à tuer le grand-duc dont ils veulent se débarrasser, parce qu'ils se sont aperçus que dans le déplacement prévu, ses enfants sont avec lui. Walzer rapproche ça tout à fait à juste titre, d'un épisode où des membres de l'IRA ont été obligés de bâcler un attentat qu'ils avaient soigneusement préparé et étaient tout à fait consternés parce qu'il y avait eu beaucoup trop de morts. Et beaucoup trop de morts qui n'étaient pas directement engagés dans le conflit. Ils voulaient tuer des soldats britanniques, ils avaient tué des civils, ça les dérangeait beaucoup. Et ils rappellent même ce qui est plus oublié, les réactions de membres du groupe Stern, qui n'étaient pourtant pas particulièrement tendres, qui avaient assassiné le secrétaire d'État britannique au Proche-Orient, mais qui, au moment où la police les poursuivait, ne voulaient pas tirer sur les policiers égyptiens qui cherchaient à les arrêter, parce qu'ils considéraient que la police égyptienne n'était pas directement impliquée dans un conflit qui concernait les militants sionistes et le Royaume-Uni. Alors, ce qu'on peut dire très simplement, c'est que toute l'histoire du terrorisme au XXe siècle, c'est celle de la disparition progressive de ces scrupules, disparition qui est, je pense que c'est assez facile à comprendre, parallèle à celle qui a mené de la guerre limitée à la guerre totale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces distinctions survivent à l'équilibre de la terreur de la guerre froide, en créant cette fois-ci, la guerre froide avait interrompu d'une certaine manière la logique de l'extrême, et la fin de la guerre froide recrée un espace d'affrontement violent. On peut dire aussi que l'époque de l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, c'est celle d'une interpénétration entre les deux types de terrorisme dont je parlais, qu'on peut appeler nationalistes et idéologiques, interpénétration qui est largement réalisée dès les années 70 à travers la problématique anti-impérialiste qui permet finalement aux nationalistes irlandais, aux révolutionnaires italiens ou allemands de se trouver un ennemi commun dans la figure de l'impérialisme américain. Alors quelques réflexions maintenant sur ce qui distingue le terrorisme, disons, immédiatement contemporain, celui que nous connaissons depuis le 11 septembre 2001, depuis Daesh, si on préfère, qui a introduit quelques changements, mais pas majeurs. Alors, du point de vue des moyens, le moins qu'on puisse dire, évidemment, c'est que le terrorisme contemporain
qui frappe presque en priorité des civils considérés comme collectivement responsables des fautes imputées aux États combattus, c'est-à-dire, selon les cas, les États-Unis, leurs alliés européens, Israël, la France même aujourd'hui, n'a pas gardé grand-chose des scrupules des personnages d'Albert Camus. Il doit au contraire être considéré comme un prolongement monstrueux de la logique de la guerre totale, qui avait triomphé dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon, de ce point de vue, les communiqués de Daesh sont très clairs, comme déjà ceux de Ben Laden. On justifie les massacres de masse en évoquant le précédent d'Hiroshima pour défendre la guerre totale et en affirmant, ce qui est très important, la pleine responsabilité des gouvernés pour les crimes de leurs gouvernants. Un erreur courante sur ce point totalement distinct de l'extrême gauche traditionnelle qui prend à la lettre la fiction démocratique. La rhétorique de l'extrême gauche, en général, vous disent qu'il n'y a pas de vraie démocratie, derrière le peuple, il y a autre chose, etc. Ce que nous disent ces mouvements, au contraire, c'est que les citoyens des démocraties, puisque ce sont des démocraties, sont bel et bien les auteurs de ce que font les États en leur nom, à l'exception éventuellement des musulmans, à condition du moins que ceux-ci acceptent de rompre tout lien d'allégeance et toute affection sociétatis avec les sociétés qui les accueillent. Alors du coup, l'attentat suicide contre des cibles civiles, c'est le modèle parfait de cette mutation dans laquelle finalement on est conduit à inverser totalement la logique qui limitait, comme on l'a vu, l'action des socialistes révolutionnaires russes ou des premiers militants de l'IRA. L'idée claire, c'est qu'il n'y a pas de victimes innocentes et que la terreur est recherchée pour elle-même et non pas simplement pour atteindre des buts politiques. Bon, deuxième critère, c'est la nature des buts, où là, me semble-t-il, ce qui caractérise les mouvements actuels, pour le dire brièvement, c'est que leurs buts sont évidemment non négociables et très probablement illimités. C'était le cas d'Al-Qaïda, qui n'était ni un État, ni probablement l'agent d'un État, ni même peut-être un véritable candidat au pouvoir étatique, mais qui visait néanmoins des objectifs politiques mondiaux qui interdisaient ou qui rendaient difficile une approche purement policière du problème, ce qui a d'ailleurs précipité les erreurs de mouvement de l'administration de Bush. C'est le cas encore plus de l'État islamique. Celui-ci se présente comme un État, mais c'est un État très bizarre puisqu'il nie la légitimité de tous les autres et qu'il n'est lié par aucun traité ou par aucune convention. Bref, le terrorisme nouveau, et c'est sur ce point que je conclus la première partie, se présente comme une réactivation d'une figure de la guerre totale que la guerre froide avait gelée et à laquelle la chute de l'Union soviétique avait pour un temps semblé mettre fin. Alors, ce qui nous conduit au deuxième point, quelques remarques sur les rapports entre idéologie et terreur depuis 2001. Je suis obligé de résumer de manière rapide ce qui me paraît être mais il faut évoquer ce qui est le contexte dans lequel s'est forgée cette nouvelle période, qui est le concept de la crise de ce que j'avais appelé il y a quelques années le nouvel âge du droit, c'est-à-dire cette période très intéressante et tout compte fait assez brève, dans laquelle nous étions entrés, ou nous semblions être entrés à la fin du XXe siècle, et qui affectait à la fois le système international et le régime intérieur des démocraties. Ce qui caractérisait cette période, c'était, me semble-t-il, l'effacement d'une série de schémas, non seulement d'interprétation, mais d'organisation des réalités politiques, qui reposaient sur le caractère structurant de l'équilibre des forces, qui est, on l'oublie trop souvent, le principe qui est commun dans l'ordre international au système westphalien, c'est l'équilibre européen classique, mais dans le système intérieur, c'est le fondement de la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on parle pour tout cela de la balance of powers, de l'équilibre des pouvoirs. Et c'est ce modèle qui
qui apparemment était en train de s'effacer, dans le cadre d'un nouvel ordre dans lequel on avait à la fois un effacement apparent de la souveraineté des États au bénéfice du droit international et une transformation de la démocratie centrée sur les droits fondamentaux et plus sur les compromis entre les forces sociales. Dans cette période, ce qui domine au moins dans le monde européen, c'est l'idée que, d'une certaine manière, la fin de la guerre est devenue un horizon plausible de l'action politique, parce que la guerre a cessé d'apparaître comme un mode normal de l'action politique. Mais inversement, comme on le sait, c'est dans la même période que les États démocratiques se sont mis à développer une nouvelle doctrine de la guerre juste, dans laquelle ce qu'on peut appeler, sans esprit polémique, je précise tout de suite que je suis étranger à la plupart des problématiques souverainistes, mais ce qu'on peut appeler une nouvelle religion de l'humanité, qui faisait qu'on s'engageait périodiquement dans des guerres qui n'étaient pas des guerres, mais simplement des opérations de police, de répression des coupables, des Serbes, enfin un certain nombre de gens, avec pour résultat apparent une asymétrie profonde entre le monde démocratique et les autres États, qui n'allait pas s'en nourrir le ressentiment des barbares, et qui trouvait du reste une limite naturelle dans le fait qu'il y avait un certain nombre de puissances qui étaient étrangères à cette évolution. Alors, dans ce système international, il y avait un acteur singulier qui était les États-Unis, qui, du point de vue de l'imaginaire politique profond, est évidemment du même côté que l'Europe de cette époque, mais qui, par ailleurs, se trouve occuper une position singulière qui tient à ses responsabilités internationales d'un côté et à son histoire particulière dans laquelle la création des États-Unis, la création de la démocratie est inséparable de la déclaration d'indépendance, et qui fait que, avant même le 11 septembre, les États-Unis, même dans la période très pacifique de Clinton, avaient de la difficulté à entrer dans le nouveau système dont je viens de rappeler les traits principaux. Je crois que ce qui se produit à partir du 11 septembre, c'est une crise visible de cet ordre qui est due au fait qu'il a été attaqué de manière directe par les attentats, et que, au moins dans un premier temps, les réactions respectives des principales puissances européennes, avec à commencer par la France, mais qui entraîne dans une certaine mesure l'Allemagne, sont à l'opposé de la réaction américaine, et qu'on se trouve confronté à ce que j'ai envie d'appeler, de manière un peu polémique, deux versions antagonistes de l'illimitation. On a d'un côté des puissances moyennes de l'Europe occidentale. Admettons que nous sommes entrés dans une période de religion de l'humanité. Les puissances européennes, à ce moment-là, en donnent une interprétation guelfe, avec la primauté du spirituel. Les États-Unis s'enferment dans une logique gibbeline, avec la puissance de l'Empire et la condition du droit. Et interprétation d'ailleurs parfaitement contradictoire dans le cas des États-Unis, puisqu'ils voulaient, à ce moment-là, c'était quand même singulier, ils voulaient à la fois un ordre westphalien et un ordre westphalien avec un seul acteur. C'est un petit peu difficile à se représenter, mais si on formalise la doctrine américaine de l'époque, c'est quand même ça, c'est qu'il faut que les relations internationales soient faites par des États souverains, mais il faut qu'il y en ait un seul qui soit souverain. Bon, ça ne pouvait pas marcher finalement, et ça n'a pas bien marché. Donc il y a eu à ce moment-là ce qu'on peut appeler une logique de l'illimitation, qui est très éloignée de celle qu'on trouve dans la lecture aronienne de Clausewitz, et qui du coup nous amène enfin à discuter un peu l'interprétation de Girard. Est-ce que cette logique de l'illimitation, qui n'est pas la même chose quand même que la logique de la guerre absolue, valide cette interprétation? Pour ma part, ça me paraît douteux, enfin au sens cartésien du terme, c'est-à-dire je ne dis pas que c'est moralement douteux, je dis que ça peut être mis en doute. Ça me paraît douteux
Sauf si, pour reprendre une métaphore chère aux Popériens, mais enfin, Popper ne me semble pas être un auteur très, très en odeur de sainteté chez Girard, je crois pas. Enfin, je ne pense pas que ce soit. Oui. Alain Boyer a fait le rapport entre Girard et Popper. Oui, mais Alain Boyer est un esprit puissamment irénique et qui est extrêmement précieux pour nous tous, mais je suis pas, enfin, ça ne me convaincrait pas. Enfin, je peux pas en discuter avec lui s'il est ici. Ça me paraît douteux, sauf si on multiplie les épicycles, comme les partisans de Ptolémée, pour protéger la théorie contre les réfutations. Alors, si on suit Girard, en effet, enfin, si je l'ai bien compris, mais ça n'est pas sûr, parce que je fais partie des esprits étroits qui étaient très impressionnés par les premiers livres de Girard et qui n'ont pas réussi à suivre le Satan, le commencement du monde, enfin tout ça, j'ai pas réussi à entrer là-dedans très bien. Mais enfin, si je comprends bien, la vérité de Clausewitz se trouverait dans le modèle du duel, c'est-à-dire, si les termes ont un sens, de l'affrontement direct visant à l'écrasement de l'adversaire en vue de lui imposer sa volonté, avec le fait important, qui est au centre de la réflexion de Tocqueville, que le potentiel de destruction du duel est considérablement augmenté avec la Révolution française, c'est-à-dire quand les duellistes ne sont plus simplement les chefs d'État ou les armées, tels que Rousseau en parle par exemple dans le célèbre texte où il dit que la guerre est une relation entre États et pas d'homme à homme. Tout cela change profondément. Mais c'est quand même pour que le modèle du duel soit opératoire, il me semble qu'il faut que ça continue à ressembler à un duel, d'une manière ou de l'autre, même si c'est de plus en plus lointain. Alors, je crois en fait que ce que fait Girard, c'est finalement, pendant un moment important de son argumentation, c'est reprendre dans leur version convenable les thèses de Carl Schmitt dans le Nomos de la Terre, pour analyser les conflits du XXe siècle, ce qui, entre parenthèses, est assez semblable à ce que Aron fait, pas tellement dans son livre sur Clausewitz, mais dans Paix et guerre entre les nations. Simplement, je trouve que la thèse devient de plus en plus difficile à tenir lorsqu'on s'intéresse aux conflits contemporains, parce que dans ceci, la figure du duel, me semble-t-il, est de plus en plus difficile à identifier. Après tout, achevé Clausewitz est contemporain de la guerre de 2003, dans laquelle les États-Unis prétendaient combattre un nouvel ennemi absolu, le terrorisme et l'axe du mal. Alors évidemment, ça semble aller dans le sens de la logique de la radicalisation, de la montée aux extrêmes, etc. Mais il me semble que si on analyse froidement cet affrontement, c'est tout sauf un duel, c'est-à-dire c'est tout sauf un affrontement dans lequel un duel, c'est quand même un affrontement dans lequel les deux ennemis risquent chacun leur vie pour imposer leur volonté à l'adversaire. Alors, le modèle, à mon avis, c'est le modèle de Clausewitz, c'est ce que Hudson appelle, à tort ou à raison, le modèle occidental de la guerre, c'est-à-dire l'affrontement violent du type de la bataille hoplitique grecque ou romaine qui peut aboutir d'ailleurs au fait que la cité vaincue est presque exterminée, etc., etc., et qui par ailleurs peut s'enchaîner dans une chaîne politique qui la rend, qui en limite la portée parce que ça devient politique, ce qui est très exactement, à mon avis, le schéma d'ensemble du livre de Clausewitz. Mais en tout cas, ce qu'il faut pour qu'il y ait un duel, c'est quand même un affrontement où les deux ennemis risquent leur vie pour imposer leur volonté. Et c'est, me semble-t-il, le contraire de ce qui se passe en 2003. Alors, je vais peut-être surprendre certains d'entre vous en disant que parmi les auteurs qui ont analysé ça de la manière la plus claire et la plus intéressante, il y en a deux. Bon, ceux qui pensent que je suis enfin bon, ceux qui se trompent sur moi seront étonnés que je les cite, mais s'ils m'avaient vraiment vu, ça ne les étonnerait pas. Enfin, personne n'est obligé de me dire. C'est tout simplement Negri et Hartz, dans leur livre Multitude, qui font une remarque que j'ai toujours trouvée très, très juste, qui consiste à dire que ce qui est au cœur de l'évolution de ce qu'ils appellent l'Empire, c'est-à-dire la révolution dans les affaires militaires, aboutit à une situation nouvelle,
dans lequel, d'un côté, les Américains cherchent cherchent ce que Negri appelle une guerre technologique sans corps, qui représente une corruption complète de l'art de la guerre. Et inversement, leurs adversaires ne sont pas non plus dans la logique du duel, puisque ce qu'ils appellent eux-mêmes la pratique atroce de l'attentat-suicide, c'est le contraire d'un duel. D'un côté, on a des gens qui veulent à tout prix sauver leur peau, et de l'autre, des gens qui veulent mourir pour tuer des gens, mais sans objectif militaire. Ça n'est en rien un duel. Ça ne ressemble plus du tout à ça. Alors, bien entendu, je crois que finalement, Girard oscille entre deux modèles. D'un côté, l'ascension aux extrêmes comme prévalence du duel sur la logique de la formule ou de la logique de la Trinité, c'est le point de départ de son livre. À la fin, comme on va vers l'Apocalypse, ça devient quand même de plus en plus compliqué, mais ce qui se produit, me semble-t-il, mais je parle sous le contrôle des savants girardiens, c'est la décomposition de toutes les figures de la guerre dans le monde contemporain. Mais je crois que, pour finir, il méconnaît ce qui fait l'unité profonde de la démarche de Clausewitz, c'est-à-dire la combinaison du modèle occidental de la guerre et de ce qu'on peut appeler la doctrine européenne traditionnelle du droit public, celle qu'on trouve depuis Vattel jusqu'à Hegel compris. Alors, par ailleurs, si j'ai encore 5 minutes Oui, bon, 5 minutes, d'accord. Alors, un mot peut-être sur le sujet que j'avais annoncé, c'est-à-dire sur les rapports entre idéologie et terreur, parce qu'il faut bien un moment, c'est comme chez Clausewitz, il y a un moment où il faut payer, on rien ne remplace le paiement en espèces. Je crois que ce que ne connaît pas Clausewitz, et ça, aussi puissant soit-on, on ne peut pas tout savoir de ce qui n'existe pas encore, c'est l'idéologie au sens moderne, qui est, me semble-t-il, très importante dans cette affaire, mais qui n'est pas non plus très importante chez Girard, qui certes en connaît un bout, mais que ça n'intéresse pas beaucoup, puisqu'on est pris dans la vaste histoire de le mimétisme et etc., où toutes ces choses-là sont un petit peu mesquines. Alors je crois néanmoins que ça introduit une nouveauté assez considérable, c'est que, me semble-t-il, les totalitarismes, le terrorisme modèle, disons, Brigade Rouge, Bande à Bader, qui ont d'ailleurs des nuances considérables. Je vous renvoie à la petite étude que j'avais écrite autrefois là-dessus. Si on se penche avec attention sur la littérature, on verra qu'il y a des distinctions doctrinales, mais il y avait quand même des points communs, c'est que ces mouvements étaient ordonnés sur le totalitarisme communiste, c'est-à-dire sur quelque chose qui se construit réellement à partir de l'idéologie. Et je crois que les terrorismes contemporains, enfin en tout cas le terrorisme islamiste, se construit sur autre chose qui n'est pas une idéologie, même si c'est pas très sympathique. C'est un retour de la question religieuse qui est quelque chose de tout à fait différent. Alors on peut décrire la différence de plusieurs manières. D'abord, par le fait qu'il y a une différence fondamentale qui, à mon avis, fait que l'islamisme le plus désagréable n'est pas un totalitarisme. C'est que les totalitarismes, après tout, si on a peut-être la notion, visaient ce qu'on pourrait appeler une utopie absolue, c'est-à-dire quelque chose dont on est sûr que ça n'arrivera jamais. On n'aura jamais une société entièrement reconstruite sur le principe racial comme les nazis voulaient la faire. On n'aura jamais non plus une société radicalement communiste, puisque le communisme consiste par définition à combiner tous les désirs comme s'ils étaient tous réalisables sans aucun problème. Ça, c'est impossible, et ça débouche sur un vide absolu. Tandis que, d'un autre côté, une société qui vive conformément à la charia, moi, je ne trouve pas ça très sympathique, mais ça peut exister. Et la preuve que ça peut exister, c'est que ça a existé. Et même que peut-être ça existe encore. Alors, il y a donc une différence de nature entre ces deux choses.
Et la nouveauté vient de ce qu'on est passé de l'idéologie, qui était une figure post-religieuse, à une réactivation monstrueuse de la religion dans un contexte de sécularisation généralisée. Le totalitarisme, c'est l'idéologie, c'est le mouvement, c'est ce que disait Hannah Arendt, la logique de l'idée dévore l'idée, etc. Ça peut se défendre largement, pour le nazisme, me semble-t-il, comme pour le communisme. C'est beaucoup plus difficile pour l'islamisme, qui, après tout, nous ramène à des choses très simples. Il faut appliquer la charia, il faut couper la main des voleurs, il faut lapider les femmes adultères, il faut organiser des mariages forcés par les combattants. Tout ça, c'est très faisable. Je ne dis pas que c'est facile à maintenir dans le monde qui est le nôtre, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas infaisable. Alors, pour finir, est-ce qu'il y a néanmoins une continuité entre les différentes étapes? La continuité, je crois, repose sur le fait qu'il y a la société moderne présente des difficultés permanentes qui tiennent au caractère équivoque de ce que Tocqueville appelait l'égalité des conditions. L'égalité des conditions, qui est quelque chose d'indéterminé, fait que le monde moderne est toujours en deçà de ses promesses, et que du coup on a toujours deux bases fondamentales pour la critique radicale de ce monde moderne. Soit on lui reproche de ne pas tenir ses promesses, c'est le fond des critiques de gauche, soit on dit que les promesses elles-mêmes sont un mensonge, que l'égalité est un mensonge. C'est la racine, je crois, permanente de l'opposition qui s'est construite, qui s'est actualisée dans l'opposition entre le fascisme et le communisme. Alors tout ça, les constructions idéologiques qui se sont faites autour de ça ont disparu, les passions de base n'ont pas disparu, et on a toujours, je crois, des choses qui restent, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la haine abstraite, la haine du monde de l'égalité en tant que tel, le ressentiment qui vient du fait qu'on nous avait promis quelque chose et qu'on ne l'a pas fait, et enfin la peur devant le caractère indéterminé de l'ordre social dans lequel les individus agissent, ce qui fait que, comme disent les bonnes âmes, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus de repères. C'est terrible, les repères. Alors je crois que c'est ces passions qu'on trouve dans les engagements terroristes d'aujourd'hui, mais que c'est probablement, mais je vais m'arrêter là, à partir de là qu'il faudrait, selon moi, traiter la discussion, par exemple, qui est très intéressante, qui oppose Olivier Roy et Gilles Kepel, par exemple. Alors, 3 mots en conclusion pour nous ramener à Girard et à Clausewitz, à Aron. Ce que je dirais, c'est que dans cette affaire, je pense que Girard apparemment gagne la première manche parce qu'il déploie à partir d'une analyse brillamment fausse du premier chapitre de Devant la guerre, toute une rhétorique flamboyante qui explique qu'il y a des quantités de choses dans les tragédies du XXe siècle dont on ne trouve pas trace Devant la guerre, ce qui est tout à fait plausible, que néanmoins, si on essaye, si on est à l'esprit, comme il dit, un peu trop rationaliste ou positiviste, si on essaye de reconstituer le fil de l'histoire, eh bien, on peut quand même raisonner comme Clausewitz ou comme Clausewitz lu par Aron, c'est-à-dire dire que le problème de l'analyste et le problème de l'homme d'action, c'est quand même bien d'arriver à tisser les choses de manière à ce que la logique du duel soit politiquement intelligible. Simplement, pour que ce soit politiquement intelligible, il faut que l'intelligibilité politique ait un intérêt. Ce qui n'est peut-être pas le cas quand on cherche des choses qui sont cachées depuis le commencement du monde et qui vont en plus éclater bientôt avec sa fin. Mais pour finir, je dirais que de mon modeste point de vue, je trouve que dans ce match passionnant, la victoire finale, au point, va à Aron et à Clausewitz contre Girard. Oui, je voudrais reformuler l'interpellation de Bernard Perret en disant la chose suivante. Pour
voir ce que Girard a à dire d'intéressant sur le terrorisme, c'est pas dans H.V. Clausewitz qu'il faut le chercher. C'est pas dans H.V. Clausewitz. Alors, c'est pas dans un livre d'ailleurs, c'est dans une série d'articles qu'il a écrits après le 11 septembre, etc., etc. Mais je crois que le chercher dans H.V. Clausewitz, c'est une fausse piste. Alors, je veux préciser cette... Non, alors, je veux préciser, quand même être moi-même plus précis. Tu as fait pas mal de distinctions, et elles sont essentielles. Je vais t'en proposer une que tu n'as pas faite et qui me semble très importante. C'est la différence entre Charlie Hebdo et le Bataclan. Charlie Hebdo, l'attentat était ciblé, tellement ciblé que les terroristes avaient la liste des noms, mais ils ne savaient pas qui était qui. L'un d'entre eux était d'ailleurs un de nos amis, enfin un économiste girardien, qui s'appelait Bernard Maris. Donc, les terroristes, qu'est-ce qu'ils ont fait? On le sait, ça c'était, puisqu'il y a eu un survivant. Ils ont énoncé les noms, par exemple Bernard Maris, levé le bras, pof, éliminé. Bon, donc attentat hyper ciblé. Le Bataclan, c'est complètement différent. C'est un ou plusieurs personnes qui tirent dans la foule indifférenciée. Alors, cette différence, d'un point de vue girardien, me paraît absolument essentielle. D'ailleurs, l'anatomie du Bataclan, je la retrouve dans quelque chose qui apparemment n'a rien de religieux, qui est cette épidémie de school shooting aux États-Unis. L'essentiel du terrorisme américain, l'essentiel des victimes du terrorisme américain, sont des victimes de terrorisme endogène. Le 11 septembre a fait même pas, je mets ça entre guillemets, 3000 morts. Bon. Mais le nombre de victimes des school shootings croît exponentiellement. Alors là, c'est la même chose. Alors c'est jamais bien sûr aussi pur, c'est-à-dire que le gars qui arrive, il n'arrive pas n'importe où, il arrive dans une école dont il a été expulsé, etc. Mais à l'intérieur de cet ensemble, il tire au hasard, il se fiche de l'identité. Voilà. Alors ça me paraît essentiel. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'ai un jour proposé comment dirais-je, la transformation géométrique suivante. Donc, on a un type qui tire dans la foule indifférenciée. Considérons le symétrique dans un miroir de cette figure. Qu'est-ce qu'on trouve? La foule indifférenciée qui se paye une victime. C'est exactement le symétrique dans un miroir. Comme si, d'une certaine manière, cette forme de terrorisme était la revanche, si je peux dire, du mécanisme qui est central dans la théorie de Girard, à savoir la polarisation sur la victime émissaire. Tous contre un, mais tous indifférenciés, puisque c'est la foule violente, etc. Et là, c'est l'inverse. C'est un type qui tire dans une foule. Alors, l'exemple le plus extraordinaire, comme récemment, c'est celui de Las Vegas. Là. Le type qui a tiré d'un hôtel de Las Vegas dans une foule qui était rassemblée pour un concert, et qui a vraiment, alors lui, tiré complètement au hasard. Il a tiré, oui. 60 ont été tués, 500 oui, ont été et blessés. 500 blessés. Oui, voilà. Bon, voilà, je propose cela. Je ne dis pas que c'est une explication, parce qu'elle est purement géométrique, ou presque, mais je crois qu'il y a là l'amorce de quelque chose. Bon, enfin, je te propose cette distinction. Donc, attentat ciblé, terrorisme ciblé, ça c'est très ancien. Bon, et terrorisme non ciblé. Le 11 septembre, évidemment, il y a des zones grises. Le 11 septembre était évidemment ciblé, c'était les tours. Bon. Mais à l'intérieur des tours, c'était n'importe qui. C'était... Oui, je voulais remercier Philippe Reynaud de sa très belle intervention. D'un aronien, on ne pouvait pas imaginer qu'il allait nous dire que Girard avait gagné. Mais je ne sais pas si le problème, c'est de voir si c'est Girard ou Aron qui gagne. C'est d'abord de repérer qu'entre le Clausewitz de Aron et celui de Girard, il y a un changement de contexte décisif. Nous passons de la guerre froide d'un côté, et 1976, c'est surtout le moment aussi de la crise déjà de l'après-Vietnam, de la doctrine du containment et du retour de l'Amérique à une version plus politique de Clausewitz. Et le 11 septembre, c'est un autre contexte, et là, le Clausewitz de Girard est le Clausewitz de ce contexte-là. Mais Jean-Pierre a eu raison de rappeler que ce n'est pas un livre sur le terrorisme, c'est un livre, et là encore le contexte est très important, qui naît à l'esprit de Girard quand il découvre Clausewitz dans les éditions américaines qui sont très, très nombreuses aux États-Unis, parce que c'est le lieu où Clausewitz a été travaillé,
qui a été considéré comme le bouc émissaire de l'Europe, le responsable de la guerre à outrance de la Première Guerre mondiale, puis le responsable de tous les maux, on ne l'a plus travaillé dans l'après-guerre, il a été très travaillé aux États-Unis. Et Girard découvre qu'effectivement, la guerre contre le terrorisme est très pensée stratégiquement. C'est la guerre à outrance, c'est le vieux modèle que Lidl-Hart critiqué chez Clausewitz, c'est-à-dire réduction des frictions, frappe très rapide, expérimentée avec les forces d'action rapide en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, paralysie de tout un pays. C'est la guerre à outrance massivement repensée à l'aune de Clausewitz. Et là, Girard dit, ça ne sera pas une guerre rapide qui frappera tout un coup et qui réussira ce qu'il faut réussir, c'est le début de quelque chose d'interminable. C'est le début d'un conflit qui va devenir illimité. Et c'est là où, effectivement, il redécouvre l'idée du duel chez Clausewitz, qui dit, contre la fameuse dialectique du maître et de l'esclave qui est contemporaine du travail de Clausewitz, que le duel, en tant que concept, doit aller aux extrêmes, il est illimité. Il est, si tu veux, la structuration de quelque chose d'illimité. Alors que fait Girard là? Il nous définit une relation entre deux belligérants qui est à la fois asymétrique, puisqu'il y en a un qui est un maître et l'autre qui est a priori un esclave, et réciproque parce que chacun est à la fois maître et esclave de l'autre. C'est-à-dire, c'est un conflit, un duel qui va rentrer dans le temps, qui est illimité et qui n'aura pas de fin. Donc la montée aux extrêmes, c'est bien sûr l'apocalypse nucléaire, nous en avons parlé ce matin, mais ça n'est pas que ça aussi chez Girard, c'est le duel qui rentre dans le temps et l'entrée dans un temps absolument imprévisible. Et là, Clausewitz l'aide à penser cela.